Et voilà, on se retrouve pour cette nouvelle leçon où on va vraiment commencer à manipuler l'outil Unreal. Donc, pour commencer, là on va voir les contrôles de base, on va expliquer un petit peu l'interface aussi. Vous allez voir qu'Unreal c'est un outil qui est extrêmement bien compartimenté, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fonctions. Il y a des blocs qui nous permettent de faire par exemple des effets spéciaux, il y a des blocs qui nous permettent de faire de la programmation, il y a des blocs qui nous permettent d'animer, etc. Et du coup, bah, ils sont assez bien rangés dans l'interface, ce qui fait que quand vous n'en avez pas besoin, bah, ça ne vient pas parasiter en fait votre espace de travail. Et ça, c'est quand même extrêmement pratique. C'est un peu comme si vous aviez plein de petits logiciels dans votre logiciel, et du coup, vous pouviez y accéder comme ça ponctuellement quand vous en avez besoin. Alors, première chose, le viewport, c'est la chose qu'on a le plus envie de manipuler. Donc, on peut faire clic droit et vous voyez, ça, quand je bouge ma souris, en fait, ça va bouger également bah, la caméra à l'intérieur. On va plutôt utiliser la souris, hein, s'il y en a qui travaillent leur 3D ou quoi avec de la tablette, avec une tablette, bah, pourquoi pas, mais c'est vrai qu'on va quand même surtout utiliser la souris sur Unreal. Avec les flèches du clavier, donc flèche du haut, flèche du bas, flèche gauche, flèche droite, je peux ici me déplacer, ok? Donc je peux combiner ça et me déplacer un petit peu comme dans certains jeux vidéo, donc c'est assez pratique. Alors si vous n'êtes pas à l'aise avec ce genre de manipulation, ça peut un petit peu vous déstabiliser au début, mais je vous assure que c'est vraiment très pratique. On va ensuite avoir un peu comme dans Maya, pour ceux qui utilisent Maya, un petit alt-clic gauche pour orbiter autour voilà, d'un objet dans la scène. Alt-clic molette pour du coup faire un mouvement de panneau. Et alt-clic droit pour avancer ou reculer. Donc ça c'est assez similaire à ce qu'on trouve dans Maya. On va avoir quand on est, donc là je me déplace avec les flèches directionnelles, moi 90% du temps je me déplace avec les flèches directionnelles, c'est assez rare que je sois sur ici sur les commandes avec la touche Alt. On peut, si on fait rouler la molette, vous voyez là, pendant que je me déplace, je fais rouler la molette vers le haut ou vers le bas, la molette de ma souris, et du coup ben, je vais plus ou moins vite, hein, en fonction de comment ben, voilà, je l'avance. Donc ça peut être pratique quand vous voulez un petit peu plus de précision. Si vous appuyez sur rien et que vous faites juste la molette, ça vous fait avancer ou reculer. Ça moi je m'en sers assez peu, je préfère faire Alt-clic droit à la limite pour avancer ou reculer, ou juste avancer ou reculer avec les flèches du clavier. Et voilà, on a les petites commandes de base. On va retrouver, donc comme dans n'importe quel logiciel de 3D, quand on appuie ici sur un objet, ça le sélectionne. Donc ici, je peux sélectionner par exemple la table, la chaise, la petite statue ou des éléments du sol. C'est pareil pour les éléments qui sont pas des géométries. Par exemple là, vous voyez, j'ai une light source que je peux récupérer en cliquant dessus. Quand je clique dans le ciel, bah, je récupère le BP Skysphere parce que bah, le ciel est un objet lui aussi. Si je veux désélectionner un truc, par exemple là j'ai sélectionné le ciel et je veux pas par exemple sélectionner autre chose, bah, je fais juste un échappe et ça désélectionne. Donc échappe, ça vous enlève la sélection que vous avez. Contrôle va permettre de venir faire des sélections multiples. Ok. Et vous allez aussi pouvoir le faire sur Shift. Donc Shift ou Contrôle, ça ajoute à votre sélection. Avec CTRL, quand vous rappuyez sur un objet, ça le désélectionne. Donc par exemple là, vous voyez, j'ai sélectionné la table. Si je refais un CTRL-clic gauche, ça la désélectionne. On va avoir le clic droit qui va ouvrir un menu contextuel. Du coup, en fonction de ce sur quoi on clique, bah, on va avoir un menu différent. Au final, moi, ce menu clic droit, je m'en sers assez peu quand je suis dans Unreal. Et puis voilà, on a déjà un peu des 2-3 commandes de base. Alors, on va retrouver à l'habitude, alors si vous avez déjà l'habitude de la 3D, ça va vous parler. Donc, les touches W pour déplacer, E pour rotate et R pour scale, échelle. Euh, et du coup, bah, ce système ici avec un petit gizmo 3D avec des petites flèches qui nous permet de bouger par exemple sur un axe, puis sur l'autre, et de varier comme ça. Donc je répète, les raccourcis c'est W, E et R qu'on va quasiment tout le temps utiliser. Vous pouvez voir que l'ombre de la table est restée sur place, je vous expliquerai pourquoi, ce n'est pas un bug, hein, ça va vous arriver aussi. Et c'est aussi ce qui permet entre autres à Unreal de faire des bons rendus en temps réel. Donc on va avoir ce petit système pour se déplacer. On va pouvoir aussi faire des mouvements du type, par exemple là si je veux me déplacer avec la table, je peux faire un mage clic gauche et vous voyez que je me déplace et ma caméra elle reste fixée sur l'objet. Donc ça permet aussi de se déplacer avec énormément de précision. Quand vous voulez vraiment, par exemple là je suis sur la table, je veux déplacer un petit peu la statue. Hop, vous voyez, je peux aller peut-être la mettre sur un autre meuble ou sur une autre table.
Et c'est assez pratique, moi je m'en sers de temps en temps de cet outil, ça marche aussi en hauteur. Voilà. On va avoir, pardon, j'ai pas fait exprès d'ouvrir ce menu, on va avoir CTRL Z qui permet de revenir en arrière. Ok. Quand vous faites des choses, par exemple je fais ça et je reviens en arrière, vous avez aussi ici dans le menu Edit un petit Redo pour réannuler votre Undo. Donc Undo c'est pour revenir en arrière, Redo c'est pour revenir en avant. Hop. Quand vous voulez annuler votre tour arrière, votre CTRL Z. Et déjà voilà pour le viewport, on va retrouver des options ici qu'on explore un petit peu. Donc par exemple, quand on vient faire clic gauche ici, on a des vues par exemple de side et tout, que moi j'utilise quasiment jamais. On va avoir aussi la possibilité, vous verrez quand on a des caméras dans une scène, ici d'incarner des caméras. Donc par exemple là, vous voyez j'ai une caméra, donc on me propose de l'incarner ici et de la manipuler, sachant qu'elle va bouger exactement de la même manière que ma perspective ici. Donc je vais sortir, je vais la supprimer, j'en ai pas besoin pour le moment. On va avoir ici un view mode, donc on s'en servira un petit peu, mais on a notamment des vues un peu différentes. Par exemple là, vous voyez, je suis en mode lit, donc ça veut dire que je vois avec des ombres, je vois avec les matériaux, avec pas mal d'infos. Et là, je peux voir sans la lumière, je peux voir le maillage, je peux voir uniquement la lumière, par exemple, et pas les couleurs et les textures. Je peux voir les réflexions. Enfin, vous voyez, en fait, je vous laisserai explorer tout ça. Il y a aussi des view modes qui permettent de gérer en fait de voir les performances. C'est-à-dire que là, vous voyez, en termes de complexité, notre petite statue ici, elle est en vert, et du coup, elle est plus lourde à charger que... pardon, je me suis trompé de mode, mais elle est plus lourde à charger que le reste des matériaux, donc elle apparaît en rouge. On peut avoir ça aussi pour les lumières, on peut avoir ça pour pas mal de choses différentes qui vont nous servir des fois à optimiser un petit peu les scènes. Les colliders, pour voir un petit peu ce qui peut ou non physiquement bloquer des géométries ou des objets. On va avoir aussi là plein de buffers qui permettent par exemple de voir les passes de rendu, donc par exemple l'ambiance occlusion. Donc ça c'est extrêmement pratique, on s'en servir un petit peu. Un onglet choses qui pareil permet de voir des choses par exemple comme la grille. Vous voyez la grille, on peut l'afficher ou pas sur le sol. Donc c'est extrêmement pratique. On va ensuite avoir ces petits menus en haut à droite qui concernent tout simplement les translations, enfin comment dire, déjà le mode dans lequel vous êtes. Vous voyez par exemple quand je fais E, ça change ici l'icône. En fait on retrouve ce qu'on faisait tout à l'heure avec WER. On a ici le choix entre cycler entre en fait un gizmo qui est local ou un gizmo qui est en world. Vous voyez que là par exemple mes axes ils sont alignés par rapport au monde. Par exemple pour la chaise là vous voyez. Et admettons que je veux que la chaise elle avance vraiment devant elle, je peux changer son gizmo et du coup là elle va pousser devant elle. Donc ça c'est assez pratique. On va aussi avoir ici des outils pour plus ou moins se déplacer sur la grille. Par exemple là vous voyez je suis en snap de 10, je vais mettre 1000 pour que ce soit probant. Hop là. Vous voyez la chaise elle se déplace uniquement de 1000 en 1000 maintenant. Là si je mets par exemple 10, la chaise se déplace de... Bon 10 en 10 c'est quasiment imperceptible, mais de 100 en 100. Donc ça va me permettre de faire des quadrillages qui sont assez précis. Sachant que si vous cliquez en fait sur ce petit bouton ici qui est Enable or Disable Snapping, vous allez pouvoir être vraiment en libre. On va avoir exactement le même système pour les rotations. Par exemple là vous voyez j'ai les rotations snappées de 10 degrés en 10 degrés quand je me déplace. Vous voyez que là on voit que ça fait plus 40, moins 40, moins 90, etc. Si je change ça, donc je mets 90 degrés, ça bouge de 90 degrés en 90 degrés. Et je peux aussi le désactiver pour être sur du freeform. Et je vais pas réexpliquer, mais on a la même chose pour le scale. Du coup là vous voyez je bouge de 25% en 25%. Si je monte à 1, je peux que doubler ou voilà. Et c'est pareil quoi, en fait vous avez différents niveaux que vous pouvez aussi là désactiver pour plus de précision parfois. Donc, je vais replacer la table. Hop. On a la vitesse globale de la caméra, donc si vous par exemple si je mets 2, vous voyez je suis très lent. Si je me mets à 4, sans toucher à rien, je suis un peu plus rapide quand je me déplace avec les flèches du clavier. Donc ça peut être assez cool. On peut ici séparer, minimiser ou maximiser le viewport. Et du coup avoir plusieurs viewports en même temps. Sincèrement, je m'en sers quasiment jamais dans Unreal de ça, je suis quasiment toujours sur un viewport unique ici. Éventuellement quand j'ai besoin d'avoir plusieurs caméras, mais ça reste assez rare. Ensuite on va continuer avec l'interface. On va avoir une zone très importante qui est à droite ici, le World Outliner. Donc en fait tous les objets qui existent dans ma scène, ils se retrouvent dans le World Outliner. Alors vous voyez que quand je les sélectionne dans la scène ici, ça les sélectionne dans le World Outliner et inversement. Donc quand je sélectionne quelque chose dans le World Outliner,
ça le sélectionne dans mon viewport. Sachant que on aura des petites options ici de filtrage. On peut par exemple trier par type les objets ici. On peut trier en fait par différentes caractéristiques, donc ça on pourra explorer un petit peu. On peut ranger également dans les... par exemple si j'ai mes chaises ici et ma table que je veux grouper dans un objet à part, bah, vous voyez qu'on peut créer des folders et en fait ça les groupe, on peut les renommer. Donc ça c'est extrêmement pratique. Je vais réussir à faire un CTRL Z, voilà. Quand vous cliquez juste une fois, par exemple là je suis sur la table, si je clique une fois sur son nom, je peux changer sa nomenclature. Donc je peux l'appeler par exemple table. On va changer son nom, elle s'appelait déjà table en fait. Ah oui, c'est pareil. Mais voilà, vous pouvez lui mettre un numéro par exemple. Donc ça c'est assez pratique. Quand vous dupliquez un objet qui existe déjà, vous voyez qu'il prend un nom nouveau, par exemple table, table 2, table 3. Alors pour faire ça, je fais Alt-clic gauche pour faire ce que je suis en train de faire. Vous voyez qu'à chaque fois il les incrémente. Après il me semble sans erreur que il y a deux objets qui peuvent s'appeler pareil. Ça pose pas forcément de problème à l'outliner. Ça posera peut-être des problèmes plus tard si vous voulez faire de la programmation dans votre niveau ou quoi. Donc c'est quand même déconseillé d'avoir des niveaux des objets qui s'appellent parfaitement de la même manière. Mais ça fait pas, ça éteint pas le logiciel pour autant. Enfin, ça ne fait pas crash quoi. On va avoir en dessous ici un panneau qui s'appelle Details. Alors vous appréciez juste les petites icônes ici qui permettent de voir de quel type sont les objets. On en parlera dans une leçon des types d'objets. On va voir ici dans le panneau Details en fait les attributs. Par exemple si je tape sur ici ma table, je vais voir que dans ses attributs, dans son panneau Detail, elle a déjà des components. Donc les components on verra un petit peu ce qu'on peut fabriquer avec. On va avoir les transforms. Donc son transform c'est ses coordonnées. Vous voyez que si je la déplace dans l'univers, bah, sa location elle évolue ici. Pareil pour son échelle, pareil pour sa rotation. On va avoir le type d'objet qui peut être changé. Par exemple, vous voyez ici, en fait, ce static mesh là, donc static mesh c'est le type d'objet, fait appel à un modèle de SM table round que je peux changer ici. Vous voyez, je peux vraiment changer en fait ce qui est cet objet. Donc ça, c'est assez pratique. On va remettre la table. Parce que ça permet des fois de changer le modèle d'un objet sans avoir forcément à supprimer l'objet et à le remettre après. Donc ça c'est pratique, on a le matériau qui est chargé sur la table. Vous voyez là je l'ai changé et du coup j'ai plus les textures de la table, à la place j'ai un checker. Donc ici si on tape n'importe quel nom, on peut trouver les matériaux qui sont dans notre projet. Donc c'est assez cool. Hop. Ensuite on va avoir des options spécifiques, par exemple vous voyez la physique qui est très facile à activer dans Unreal. Je vais mettre la table un peu comme ça. On va lui changer sa mobilité. On verra un petit peu tout ça, vous inquiétez pas, mais c'est juste pour vous montrer des exemples. Autant prendre le temps, hein, on est là pour ça, donc autant se faire plaisir. Là, je vais dupliquer un petit peu la table. J'ai changé sa mobilité pour la mettre sur mobile. Et vous voyez que là, ici, alors quand vous prenez plusieurs objets qui sont identiques ou quoi, ils peuvent partager en fait des caractéristiques. Donc là, par exemple, vous voyez, je pourrais changer le matériau de toutes ces tables en même temps. Et là, je peux par exemple cliquer sur Simulate Physique et regarder si je fais une simulation. Pardon. Oula. Si je fais une simulation, hop là, les différents éléments tombent et du coup reçoivent la physique. Donc ça peut être assez cool. Je vais l'annuler hein, ici. Donc quand vous changez un paramètre, vous pouvez ici juste cliquer sur cette petite flèche jaune qui va faire un reset to default. Donc reset to default, ça remet à 0, comme c'était d'origine, on va dire. On va avoir les collisions, le lighting, est-ce qu'elle reçoit des ombres par exemple, de quelle qualité, vous voyez cast shadows, oui, non, on peut le mettre, l'enlever, est-ce qu'elle est visible, et d'autres choses qu'on verra plus en détail. Si vous changez d'objet, alors là encore une fois on n'a pas encore vu comment faire, mais si je prends par exemple une lumière, vous voyez, bah, dans le panneau de détail de la lumière, je vais avoir par exemple l'intensité, la couleur. Donc vraiment ce qu'il faut comprendre c'est que le panneau de details est contextuel avec ce sur quoi vous cliquez, quoi. Ça affiche les détails de l'objet sur lequel vous avez cliqué. On va avoir ensuite dans cette zone là à gauche, on fera le content browser juste après. On va voir du coup la palette, donc la petite palette d'outils. Alors en fait, on va pouvoir charger des modes d'édition du moteur. Vous voyez, je peux passer ici en mode landscape, en mode brush, en mode mesh paint et tout. C'est par défaut, on est en mode place ici. Donc place, ça veut dire que vous pouvez prendre des components, typiquement par exemple une lumière,
voyez, il y a des petits menus là que vous pouvez ranger ou pas. Donc light, je peux la drop ici. Donc vous faites juste un cliquer, vous maintenez enfoncé, vous déposez, et ça vous permet d'amener vos objets dans le moteur. Voilà. Et on va trouver par exemple des objets de base comme bah, des primitives type cube, cylindre, cône et tout. On va trouver des components aussi qui permettent d'interagir avec le moteur. Donc par exemple, si on cherche du brouillard, donc fog, c'est ici qu'on va le trouver. Donc il y a pas mal d'éléments en fait que vous allez trouver dans cette palette d'outils. Par exemple, caméra. Tout à l'heure, vous m'avez vu créer une caméra, j'ai été la chercher ici. Donc vous avez une petite barre de recherche et de temps en temps, je vous dirai du coup dans le tuto d'aller chercher un élément précis dans cette petite palette. Il suffira juste de cliquer gauche ici et de taper le nom de ce que vous voulez rechercher. Donc c'est assez cool. On va avoir ici les différents panneaux du coup mode qui vont, je vous l'ai déjà montré, mais qui vont évoluer en fonction de ça. C'est-à-dire que si je suis en mode landscape, bah, je suis plus en mode place actor. Alors vous voyez, je peux toujours dropper des objets, mais par contre je peux pas les déplacer là. Quand je clique dessus, je peux pas déplacer mes objets parce que je suis bloqué dans le mode landscape. Donc il faut bien penser quand vous avez terminé d'utiliser un des modes ici, à le fermer. Ici, tac, on ferme la minor tab et ça nous remet dans le mode placement qui est par défaut. Si vous utilisez sur votre ordinateur une version qui est plus ancienne de Unreal, par exemple une 4.24 ou une 23 ou voilà quelque chose de plus ancien que moi, il est possible que ce panneau mode ne soit pas au même endroit. Pareil, genre dans une version future, je sais pas ce que va faire Epic Games, peut-être que ce panneau mode va bouger. C'est valable un peu pour certains éléments d'interface, mais par défaut, avant en fait, il y avait ici plusieurs petites icônes avec marqué Place, Landscape, Foliage et tout. Donc maintenant c'est sur la palette d'outils ici, mais ça a changé. Voilà. Qu'est-ce qu'on va avoir? Bah, on va continuer sur le Content Browser qui est une des zones les plus importantes en fait d'Unreal. Donc on l'a exploré dans une des premières leçons. C'est-à-dire que ce qui existe ici, c'est toutes les données en fait qui sont dans votre projet, tous les objets que vous allez utiliser au sein du projet Unreal. Alors, quand je parle du projet Unreal, je parle du projet dans sa globalité. Un projet peut avoir plusieurs scènes, plusieurs dizaines de scènes, plusieurs systèmes et tout. Voilà. Il y a d'un côté le projet, et dans ce projet, du coup, on vient créer ce qu'on appelle des levels ou des niveaux de jeu, des maps. Et du coup, on peut en avoir plusieurs dans lesquels on peut rentrer, sortir et tout. Donc, faut bien faire la distinction. Quand je dis le projet, je parle pas de la scène. Et du coup, ben, on va remplir ce projet avec plein de contenus et d'objets. Et après, on va pouvoir librement, grâce au Content Browser, du coup, bah, les trouver en fonction de la hiérarchie qu'on aura organisée. En termes plus techniques, la hiérarchie, on peut appeler ça, donc la manière de ranger les différents objets dans le projet, on peut appeler ça le routing. Et du coup, bah, vous voyez, quand je suis dans le content browser, par exemple, je vais chercher props ici parce que ben, starter content props, c'est comme ça qu'il était rangé. Ici, je peux aller dropper tout ce que je veux qui est là. Donc là, en l'occurrence, ce sont des géométries. Et vous voyez qu'en fait, dans le content browser, les objets, ils ont une sorte de classe qui leur est attribuée. Par exemple, là, je suis sur les objets de la classe static mesh. Donc les static mesh, ils sont bleu clair comme ça. Donc les static mesh, c'est des géométries. On va avoir les skeletal mesh. Je ne sais pas si on a dans ce projet d'exemple, mais qui eux ont un code rose. On a les matériaux qui eux ont un code couleur qui est vert. Ici, vous voyez qu'un matériau, bah, quand je le drop, lui ce qu'il fait, c'est qu'il s'applique sur le static mesh justement. Donc ça nous permet comme ça de repeindre les différentes zones de notre scène. On va avoir les textures qui ont un code couleur rouge. Donc voilà, en fait chaque élément, ce qui est assez pratique dans Unreal, c'est que quand vous prenez avec votre petite main ici, vous voyez, je maintiens enfoncé, donc je sélectionne, il vous highlight en vert les différentes l'endroit où vous pouvez déposer en fait votre contenu. Donc c'est hyper pratique parce que au moins on sait où aller quoi, c'est facile à repérer. Donc voilà, le Content Browser, vous naviguez dedans avec des clics gauche pour aller d'un dossier à l'autre. Alors moi j'ai ouvert ici cette petite fenêtre, essayez de toujours la garder ouverte parce que ça va vous aider à naviguer dedans, on appelle ça les sources panels. On peut avoir des filtres, par exemple là si je suis sur la racine et que je tape par exemple table, hop, vous voyez, il me la trouve même si je suis pas rentré dans le dossier. C'est pour ça qu'avoir une nomenclature précise est extrêmement important dans un projet. Moi, quand je forme des personnes et qu'elles font par exemple des travaux en groupe et qu'elles sont plusieurs à travailler sur le même projet, je leur dis systématiquement de venir renommer, de réfléchir un routing pour leur projet. Comme ça, avec juste en tapant des noms, on peut retrouver les données sans forcément aller se promener
dans le dossier. Puis là, par exemple, vous voyez, quand je tape table, j'ai les textures de la table, le matériel de la table et la table en elle-même, sachant que de base, ils sont même pas rangés ces éléments dans le même dossier. Vous voyez là, ils sont dans des dossiers disparates. Bon, la table elle est là, le matériau pardon de la table est là, mais quand même, donc c'est assez pratique. On peut également filtrer par type d'objet. Par exemple là, vous voyez, si je choisis static mesh, hop, bah, je vois que les static mesh. Et il y a le tag couleur aussi qui s'ajoute. Donc vous pouvez voir les différents tags qui existent avec leurs couleurs ici sur les petits drapeaux. Ok. Donc vous pouvez aussi, vous voyez quand vous êtes là dans les filtres, vous pouvez activer ou désactiver les filtres juste en cliquant sur le petit flag. Donc c'est le petit tag, pardon. C'est extrêmement pratique. On peut les supprimer aussi, hein. Vous pouvez faire remove all filters, ça va les enlever avec clic droit. Donc ça c'est pratique. Vous pouvez aussi avoir des view options, par exemple en bas à droite, pour voir plus ou moins en grand bah, vos petites vignettes. Et pour créer en fait une manière de voir votre projet, donc avec des listes, avec des colonnes. Donc les colonnes, l'avantage c'est qu'elles permettent d'avoir en fait des informations très précises sur ce que vous avez. Par exemple là, le SM Bush, je peux voir son nombre de triangles, est-ce qu'il a des UV channel, est-ce qu'il a un matériau qu'il a appliqué, sa taille c'est quoi. Donc ça c'est super pratique, moi je m'en sers de temps en temps. Après, bon, le mode par défaut, c'est les tiles, parce qu'au moins les tiles, elles vous donnent un visuel sur ce que vous avez choisi, et du coup, ça, c'est quand même super pratique. On va avoir, pour un petit peu continuer, aussi la possibilité d'aller charger. Vous voyez que moi, j'ai normalement, ici, là, les contenus C++ et tout, vous les aviez pas en bas. Tout simplement parce qu'en fait, ici, vous pouvez charger plus ou moins de contenu dans le content browser. Donc plus ou moins, ça ne sert à rien d'avoir tout d'activé. Donc moi par défaut, je garde souvent le C++ class et l'engine content parce que des fois je vais chercher un petit truc dedans. Par exemple dans Engine Sky, on peut retrouver ici les différentes sphères. Donc ça c'est par défaut, c'est caché, mais vous pouvez aller l'afficher du coup en faisant View Option et en cochant ici le content de votre content browser. Et bien voilà, on peut, alors un petit dernier mouvement parce que pourquoi pas finalement, vous pouvez prendre n'importe quel objet, par exemple la rock ici, et l'emmener vers un autre dossier. Donc il suffit juste vous voyez, vous avez la hiérarchie ouverte, vous le prenez et vous le glissez là où vous voulez l'emmener. Par exemple, si je veux l'emmener dans Shapes, tac, ou dans Architecture, je vais l'emmener. Voilà, les stairs, là, je vais les emmener dans Architecture. Vous pouvez faire, donc quand vous droppez votre souris, faire une copie, une advanced copy ou un move. Donc par exemple, un move, ça va juste se déplacer. Et voilà. Et du coup, maintenant, il arrive ici. Et un copy, bah, ça va le copier. Ah, dans cette copie, on n'en parlera pas tout de suite. Et du coup, après, vous pouvez l'utiliser comme n'importe quel endroit, sachant que ça ne perturbe pas. Voilà, là, je l'ai remis dans props. Ça ne perturbe pas sa position dans la scène, d'accord? Donc, faut pas avoir peur de déplacer pour réorganiser des fois vos fichiers. Et puis voilà, vous avez les petits ici add new. Donc add new, on peut tout simplement le retrouver en faisant clic droit. C'est-à-dire que quand on fait clic droit dans le content browser, on peut créer des nouvelles classes d'objets. Donc vous verrez, c'est ce qu'on fera quand on commencera les exercices. Et puis on peut aussi revenir en arrière, revenir en avant. Ici, on peut cliquer un peu comme quand on se promène dans Windows, hein. Vous pouvez avancer ou reculer en cliquant sur les petites boîtes ici. Et je pense qu'on a fait le tour et qu'on peut clôturer ce tuto. On va quand même rapidement voir juste ici cet endroit qui est pratique pour trouver d'autres petits tutos qui sont intégrés au logiciel. Vous pouvez avoir ici le menu principal qui permet d'aller chercher par exemple les settings, project settings, avec toutes les options pour configurer notre projet. C'est une fenêtre assez importante. Ici, on aidera à utiliser ces petits boutons quand on commencera le blueprint et quand on fera de la cinématique. Le petit panneau build ici, vous allez de temps en temps l'appuyer. Par exemple, regardez là, vous voyez, si je déplace ma table et que vous voyez que l'ombre ici, elle reste en place, si je fais build, en fait, ça va construire. En fait, qu'est-ce qui va se passer? Bah, Unreal va recalculer de manière générale les lumières dans la scène. Donc, il va regarder en fait où sont les lumières, où sont les objets et où est-ce qu'il faut qu'il écrive les ombres. Parce qu'en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour la plupart des objets qui sont statiques dans Unreal, les ombres elles sont écrites en texture. C'est-à-dire que là, ce qui fait que j'avais une. Bon, alors, en l'occurrence, il n'a pas écrit d'ombre parce que ma table elle est en movable. Mais par exemple, si elle est en statique ici.
et que du coup, ben ici, voilà, je vais déplacer. Vous voyez, la petite statue, elle est en statique, et quand je la déplace, son ancienne ombre, elle reste sur place. Et du coup, ben hop, si je refais un build, et que du coup, ça recalcule les ombres, et bien, ce petit panneau ici, cette petite ombre, pardon, va disparaître, parce qu'elle va s'actualiser. Donc ça, c'est extrêmement pratique et important à comprendre. Vous allez avoir ici toutes les options du play qui permettent de lancer. Donc moi, souvent, je travaille en mode simulate parce que le simulate en fait permet de simuler la séquence sans qu'il y ait forcément de système. Ça nous permet de voir si quand on fait de la physique, si ça fonctionne et tout. Donc ça, c'est cool. Les launches, on en parlera un petit peu. Et puis voilà. Les files ici, juste pour terminer, on va avoir du coup le mode edit, les windows pour ouvrir ou fermer certaines fenêtres. Donc, par exemple là, vous voyez, j'ai un seul content de browser. Mais il s'avère que je peux venir par exemple dans Windows ici, cliquer sur Général et ouvrir d'autres contents de browser. Donc, et vous pouvez après ensuite, c'est vrai que je ne vous l'ai pas montré, mais vous pouvez prendre n'importe quel panneau dans Unreal et venir le greffer à d'autres endroits de l'interface. Par exemple, là, je peux venir greffer mes infos ici. Je peux venir ici dans Windows activer par exemple plusieurs viewports. Vous voyez, là j'ai un deuxième viewport. 3D. Donc si je travaille avec un dual screen ou quoi, je peux venir mettre un viewport en plein écran sur un de mes écrans. Moi en l'occurrence, je travaille avec plusieurs écrans pour que ce soit plus ergonomique. Quand vous avez une bonne machine, c'est quand même ça reste mieux. Et puis voilà, on pourra explorer un peu, par exemple pour avoir plusieurs panneaux de details. Souvent dans l'interface, comme vous pouvez voir ici sur le content de browser ou quoi, vous avez des petits cadenas. C'est-à-dire par exemple là, admettons que je veux garder en permanence accès à mon fog, donc atmospheric fog. Bah, si je lock ici le petit cadenas du panneau de detail, en fait vous voyez que même quand je clique sur d'autres objets, ça s'actualise plus ici parce que j'ai fermé le cadenas. Mais du coup, bah, je peux peut-être avoir éventuellement, des fois, ça nous arrive d'ouvrir plusieurs panneaux de details, de locker les composants sur lesquels on veut travailler, de les mettre par exemple les uns à côté des autres, et de venir ici faire nos variations. Là, vous voyez, ce panneau, lui, il est resté ouvert, donc lui, il change bien la qualité de ce sur quoi j'appuie. Et ici, on va avoir le panneau file avec la possibilité de créer des nouveaux levels, la possibilité de sauvegarder surtout. De manière générale, on va faire un save all. Donc save all, ça sauvegarde tout. Vous verrez que la sauvegarde, elle est un peu particulière dans Unreal parce qu'elle concerne en fait les objets en eux-mêmes. Mais je pense que je vais faire une petite leçon sur la sauvegarde. Allez, on passe à la suite et à tout de suite pour la suite de notre tuto.